Au sortir donc de ces 48 heures de travaux, je peux dire que nous sommes satisfaits de la rencontre d'Abidjan. C'était une première et tous les pays de la CEDEAO étaient représentés. Nous avons travaillé sur le plan directeur révisé du WAP et comme vous l'avez vu, nous devons ensemble mobiliser 25 milliards de dollars pour non seulement augmenter les capacités de production de nos différents pays, mais aussi les capacités de transport. Parce que nous avons vécu une crise énergétique qui a failli faire des remous dans certains pays. Je pense que tous les ministres sont unanimes, tous nos directeurs généraux sont unanimes, qu'il y a un effort à faire parce que l'énergie est à la base de tout développement. Et si nous arrivons dans nos pays à gagner la bataille de l'énergie, je pense qu'on aura gagné une partie de la bataille contre le sous-développement. Vous savez, nous avons deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il faut renforcer les capacités de nos agents qui sont sur place, les techniciens supérieurs, les ouvriers, les ingénieurs, qui seront à même donc d'entretenir notre parc de production et notre parc de distribution. Parce que comme vous le savez, dans notre métier, il y a ce qu'on appelle les pertes techniques et non techniques qui font que des fois, on perd des mégawatts, on perd de l'argent. Je pense qu'en renforçant les capacités de ces agents-là, on peut gagner de l'argent. Il y a une autre dimension à ce problème, c'est que de plus en plus, on ne trouve pas d'ingénieurs qualifiés. Depuis la fermeture de l'ESUE à Abidjan, on a des problèmes pour avoir des ingénieurs électromécaniciens sur la place du marché. Et nous pensons qu'en créant des centres de formation, on pourra renouveler donc les agents, les ouvriers que nous avons. Parce que qui dit électricité dit évolution rapide de la technologie. Il faut que nos agents, nos collaborateurs soient au diapason pour pouvoir non seulement entretenir les groupes, les machines, mais aussi supporter la discussion lorsque certains intervenants extérieurs viennent. Parce que comme vous le savez, on travaille beaucoup avec des bureaux d'études qui viennent avec un certain nombre de connaissances. Il faut que nos agents aussi soient à même de porter la réflexion, la discussion avec eux. Non, je crois que nous avons été commis par les chefs de gouvernement pour mener une politique. C'est le développement du secteur de l'énergie. C'est nous qui sommes, nous devons donner la vraie information, nous devons nourrir la décision au niveau de nos gouvernants. Et je pense que nous travaillons avec des collaborateurs, nous faisons confiance, mais il peut arriver qu'à un moment donné, on prenne une décision dans un contexte donné et à la longue, on s'aperçoit qu'on s'était trompé. Et je pense, de ma façon de voir, c'est de dire on ne doit pas avoir honte de s'être trompé, surtout quand on est de bonne foi, il faut seulement corriger le tir. Voilà pourquoi j'ai estimé que si à un moment donné, nous en tant que ministre chargé du secteur de l'énergie, nous avons amené nos différents chefs d'État et de gouvernement à prendre des décisions que nous pensons ne pas être conformes aujourd'hui, il nous appartient encore de faire la même démarche pour dire voilà, rendu en 2011, nous pensons que la bonne décision est celle-là. Et je pense que nos chefs d'État, nos chefs de gouvernement peuvent nous comprendre. Ça me fait mal au cœur parce que nous avons quand même plus de 50 ans de dépendance et je pense que 30% de taux de couverture, ce n'est pas assez, surtout que nous savons tous que l'énergie apporte le développement. Lorsque vous électrifiez une localité et que vous repassez un mois après, vous voyez toute l'activité économique qui se développe dans cette localité, vous êtes satisfait. Quand vous voyez par exemple ces enfants qui étudient sous les lampadaires dans nos capitales, ça fait mal au cœur. Lorsque vous voyez que dans les villages, un enfant peut avoir le CP, il ne même pas avoir la télévision, ça pose problème parce qu'il n'a pas la même ouverture d'esprit qu'un enfant qui vit en ville. Donc je pense que le combat aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte qu'avec les interconnexions que nous avons, la construction des réseaux que nous avons, qu'on puisse donc avoir un taux de couverture, que les plus petites localités de nos États puissent avoir l'électricité. C'est à ce prix-là que nous allons combattre le sous-développement. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on a l'électricité dans une école, les enfants peuvent étudier. L'instituteur peut faire des heures supplémentaires, encadrer des enfants.
l'infirmière peut sauver des vies, le médecin peut opérer. Et je pense que c'est avec tous ces éléments que nous pouvons apporter le développement dans nos pays. Je pense que nous avons touché du doigt ce problème. Il y a 30%. Maintenant, quelles sont les solutions que nous devons proposer à la conférence des chefs d'État pour qu'on nous donne les moyens afin qu'à l'horizon 2025, comme nous l'avons dit, on ait un taux de pénétration et un taux de couverture élevé dans nos différents pays-là. Je pense que rien n'essaie de faire le constat si on ne se donne pas les moyens d'augmenter ce taux-là. Je pense qu'à la prochaine réunion des chefs d'État, je crois que nous allons pouvoir proposer des formules afin que la communauté des bailleurs de fonds, la communauté, donc la conférence des chefs d'État puisse, je pense, donner un signal fort en termes d'électrification dans notre pays. Vous avez vu que dans la zone UEMOA, les chefs d'État ont débloqué de l'argent pour permettre donc qu'on fasse des investissements. C'est ce signal fort donné par l'UEMOA que nous souhaitons que la conférence des chefs de la CEDEAO fasse aussi un effort, qu'on puisse créer un fonds afin de permettre donc à ces 14 pays-là d'augmenter les capacités de production, les capacités de transport et les capacités de distribution de nos sociétés d'électricité, qui, de mon point de vue, sont bien gérées, mais nous sommes dans un domaine qui demande beaucoup d'argent, alors que les bailleurs de fonds classiques parlent de taux de rentabilité, de capacité d'endettement. Il y a des ratios qu'il faut respecter. Et si on veut respecter ces ratios-là, il est évident que la marge de manœuvre de nos sociétés est très limitée. Voilà pourquoi nous voulons le soutien. Nous allons apporter le soutien politique à nos chefs d'entreprise pour qu'ensemble, on puisse donc booster, j'allais dire, le taux de couverture de nos différents pays. Non, je crois que votre question a deux volets. Le volet intervention du secteur privé. Je pense qu'il faut, dans nos différents pays, faire appel au secteur privé pour qu'en termes de partenariat public-privé, le privé puisse produire et revendre aux sociétés d'électricité. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis quelques années. C'est ce que le Burkina essaie de faire. Je pense que d'autres pays comme le Bénin, comme le Togo ont testé donc cette intervention du privé. Et je pense que c'est une voie de salut pour alléger les capacités d'endettement de nos sociétés d'électricité. Encore faut-il qu'avec le secteur privé, nous puissions avoir un prix de cession qui n'obère pas la situation financière de nos différentes entreprises d'électricité. Maintenant, le volet électrification rurale, c'est vrai que quelque part, qui dit électricité, dit prix social, parce qu'on ne peut pas toujours pratiquer la vérité des prix. Voilà pourquoi dans mon intervention, j'ai dit qu'il faut enlever ce manque de phrases, vérité des prix, parce que cela ne s'accommode pas avec le développement du secteur de l'électricité. Parce que dans nos pays, par exemple au Burkina Faso, nous avons fait ce que certains prix, il y a la péréquation. Ça veut dire que les grandes villes supportent les petites localités qui ont peut-être 10-15 clients, qui sont des consommateurs sociaux qui ne peuvent pas payer le vrai prix. Nous avons ce que nous appelons le prix social. Et je pense que c'est à ce prix-là que nous pouvons apporter le développement. Si nous partons sur des hypothèses de rentabilité, il est vrai que l'électrification rurale sera délaissée et partant le développement de nos différents pays. Non, je ne vais pas parler d'interventionnisme parce que la régulation a été voulue et souhaitée par les différents chefs d'État et de gouvernement. Et je pense que c'est grâce à un financement de l'AFD que nous avons pu faire les études et mettre en place le régulateur, qui va servir donc, j'allais dire, d'intermédiaire dans nos différents pays, entre les pays importateurs, les pays exportateurs d'énergie, pour que nous puissions avoir des tarifs assez intéressants pour les pays comme le Burkina Faso, qui sont des pays de l'Interland, que nous puissions acheter l'énergie à un tarif acceptable avec la Côte d'Ivoire, avec demain le Ghana, après demain avec le Nigeria, pour pouvoir donc alimenter nos différents pays. Donc je pense que le rôle du régulateur est très important. Il nous appartient de pouvoir l'utiliser avec des termes de référence assez clairs pour que nous produisons des documents qui peuvent nous permettre donc d'aller de l'avant. Non, je ne vois pas l'arrêt comme un gendarme. Je vois l'arrêt comme une structure spécialisée avec des compétences
permettant donc de nourrir la décision des chefs d'entreprise et des ministres en charge de l'énergie et partant donc des chefs d'État et de gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, l'AREC est à ses débuts, laissons le temps au temps, on verra donc quel rôle cette régulation peut jouer dans notre région. Non, je ne pense pas que c'est une utopie parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le marché régional de l'énergie. Quand vous voyez les différents projets qui ont été débattus hier, nous allons avoir des lignes d'interconnexion qui vont relier la zone A du WAP à la zone B du WAP. Cela veut dire qu'aujourd'hui, dans 10-15 ans, on ne saura pas où l'électricité est produite. Ce qu'on saura, ça ne se stocke pas. Ce qu'on saura, c'est que j'achète l'énergie à la Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que le prix est intéressant et je la vends au Burkina Faso. Demain, c'est le Burkina qui est dans une position idéale pour vendre au Niger, etc. etc. Et je pense que cette volonté, cela a été voulu par nos chefs d'État et de gouvernement qui, en 2003, ont créé le WAP, qui est la structure spécialisée de la CEDEAO, pour donc créer ce marché de l'énergie-là. Mais vous savez, dans l'évolution des choses, il a paru intéressant de créer le régulateur. Nous l'avons fait, qui est basé à Accra. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se positionne pour donc abriter la bourse de l'énergie. Je pense que c'est une bonne chose parce que vous avez vu les différents projets que la Côte d'Ivoire a déballés. Cela veut dire qu'elle va se positionner comme un pays exportateur net d'énergie dans la sous-région. Et nous pensons qu'elle a les atouts nécessaires pour abriter la bourse. Mais encore faut-il, nous allons réfléchir. Une étude va être menée par le WAP et à partir de là, avec des arguments, nous allons essayer d'aller vers les chefs d'État et de gouvernement pour la prise de décision. Ah si, le Burkina peut l'abriter, mais vous savez, quand on parle de la construction, de l'intégration, chacun doit jouer son rôle. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été le premier pays à se prononcer pour abriter la bourse de l'électricité. Nous avons commis le WAP de faire cette étude-là et en temps opportun, nous prendrons la décision. Donc, vous savez, on a commencé depuis les années 70, on a commencé avec l'hydroélectricité, mais la décision hier dit qu'il faut 10% hors hydroélectricité dans notre parc de production. Et je pense que dans les projets que nous avons déballés, vous avez vu que la Guinée se positionne dans la zone B du WAP comme un pays qui pourra donc apporter un plus en termes d'hydroélectricité. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali peuvent se positionner pour ce qui est de l'énergie solaire. Je pense que c'est ce mix énergétique-là qui peut nous permettre donc d'avoir des prix de cession assez intéressants. Parce que comme vous le savez, l'énergie solaire coûte très cher. L'énergie hydroélectrique, il y a des aléas. Il suffit seulement qu'il ne pleut pas assez pour qu'on ait des problèmes. Et je pense que nous ne pouvons pas être tributaires des énergies renouvelables. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'au-delà de l'énergie thermique ou du gaz, nous voulons mettre et du solaire et de l'hydroélectricité pour que, avec ce mix-là, on puisse donc, j'allais dire, augmenter les capacités de production de nos différents pays et partant, et encore une fois, augmenter ce taux de 30% qui me reste qui me pèse parce que je pense qu'après 50 ans d'indépendance, il y a des efforts à faire.